Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du coronavirus. Je vais revenir avec vous sur les principales choses qu'on doit savoir à propos de ce virus. On va revenir aussi notamment sur l'impact que ça peut avoir au niveau du sport et des Jeux Olympiques. C'est parti! Avant toute chose, si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu pour le référencement de la vidéo. Donc petit aparté très rapide sur la terminologie avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc coronavirus, ça désigne un ensemble de virus qui est déjà très connu depuis longtemps. Pourquoi on dit corona? Tout simplement parce qu'au microscope, il y a une forme de couronne faite de protéines qui enveloppe le virus, d'où ce nom. Covid-19, ça désigne la maladie, et SARS-CoV-2, ça désigne la souche de virus qui provoque donc cette pandémie mondiale. Donc petit point sportif avant de vraiment parler des spécificités du virus et de cette épidémie, car le sport risque pas mal d'être impacté cette année dans n'importe quel domaine. Tout d'abord, en priorité, c'est les Jeux Olympiques, cet été à Tokyo, donc qui doivent se dérouler du 24 juillet au 9 août. Le départ de la flamme olympique doit être prévu le 26 mars à Fukushima. Donc là, les comités olympiques n'ont pas encore débattu. Ils nous ont annoncé qu'une décision devrait être prise au plus tard fin mai, en accord avec l'OMS pour voir si les Jeux Olympiques pouvaient être finalement organisés. Aujourd'hui, la ministre des Sports japonaise a annoncé que les Jeux Olympiques pourraient être reportés un peu plus tard dans l'année si l'épidémie n'arrivait pas à être contenue d'ici cet été, sachant que les Jeux Olympiques sont préparés quand même depuis plusieurs années là-bas et qu'ils ont coûté quand même la bagatelle de 11,5 milliards d'euros. Donc c'est vrai que ça chamboulerait énormément de choses. À noter que dans l'histoire, 3 éditions des Jeux Olympiques d'été ont été annulées, les 3 pendant les 2 guerres mondiales. La première, c'est en 1916 où il devait avoir lieu à Berlin, annulé. Et les 2 autres fois, c'était en 1940 à Helsinki et en 1944 à Londres. Bien évidemment pendant cette Seconde Guerre mondiale où ils n'ont pas pu se dérouler. Mais mis à part les Jeux Olympiques, dans énormément de sports, il pourrait y avoir des répercussions, notamment au niveau de l'Euro, de foot. En tennis aussi, cela peut avoir un impact, comme on est, vous le savez sûrement, une chaîne de tennis à la base. En fin d'année, on a la tournée asiatique qui se déroule notamment avec les tournois de Tokyo, Shanghai, Pékin, et qui là aussi peut avoir un impact, sachant que l'épidémie a démarré d'Asie, notamment de Chine. Également en Europe, dans les prochaines semaines, cela peut avoir un impact, notamment sur les Master 1000 de terre battue qui se déroulent à Madrid, à Rome notamment, et avec en point d'orgue Roland Garros bien sûr à Paris. Donc tous ces événements pourraient être assez compromis si le virus continue à se répandre en Europe. Là aussi, il faudra bien vous suivre l'actualité pour voir quelles mesures peuvent être prises. Donc à suivre. Et là donc, on va parler du virus. Et attention, alarme, surtout la chose à ne pas faire et la grosse erreur que beaucoup de gens font, notamment dans les médias et même par certains professionnels de santé, ce qui est assez dommage, c'est surtout ne pas comparer ce coronavirus avec la grippe, qui est tout simplement une hérésie. Certes, la grippe fait à peu près 7000 à 9000 morts en France chaque année, avec un taux de létalité, c'est-à-dire un taux de mortalité de 0,1 à 0,5% pour les années les plus sombres. Il y a très peu de cas graves qui sont des personnes jeunes, donc en tout cas des personnes de moins de 65 ans. Et surtout, il y a des traitements. On a un traitement préventif qui est la vaccination, qui est très efficace. On a aussi des traitements plus symptomatiques quand vous avez attrapé le virus et que vous avez des symptômes. Par exemple, un antiviral qui s'appelle le Tamiflu, qui s'il est donné au tout début des symptômes, a une efficacité quand même prouvée. Et surtout, le taux de reproduction du virus, ce qu'on appelle le R0, c'est-à-dire la capacité qu'a une personne malade d'en contaminer une autre si elle est en contact avec, il est assez faible, autour de 1,5, c'est-à-dire qu'une personne peut contaminer 1,5 personnes supplémentaires si elle est dans la même pièce qu'elle, par exemple. Et pour les petites comparaisons avec le coronavirus, lui, il a un taux de reproduction, d'après les estimations, de 2,5 environ. Et certains chercheurs de Hong Kong ont même montré que ça pouvait monter jusqu'à 3 à 5,5. Donc c'est bien supérieur. Sachant qu'il y a aussi dans la population, comme c'est le cas avec plusieurs maladies et c'est connu depuis déjà de nombreuses années, ce qu'on appelle des super spreaders, c'est-à-dire des super contaminateurs, c'est-à-dire des gens qui peuvent être en contact avec plusieurs personnes et en contaminer énormément d'un coup avec qu'une seule malade. Donc ça peut arriver. Donc d'après les statistiques, ce coronavirus, c'est 80% des cas qui sont assez légers, 20% de cas qui sont sérieux, dont 5 à 10% qui sont en réanimation, et avec un taux de mortalité entre 2 et 4%. Donc vous voyez, c'est quand même bien plus que la grippe,
bien moins certes que certaines épidémies de coronavirus, notamment celle du SRAS, mais donc c'est quand même bien supérieur à la grippe saisonnière, surtout que la transmission, on va le voir, est assez importante et il y a pas mal de moyens de transmission. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas comparer la grippe saisonnière actuelle à ce coronavirus. Alors cette épidémie, comment elle a démarré finalement? Sur un marché d'animaux a priori à Wuhan, donc au mois de décembre 2019. Alors là aussi il y a plusieurs hypothèses. D'ailleurs la plupart des infos que je vous dirai, il y a quelques hypothèses et les infos que vraiment j'ai trouvées, je vous mettrai en description, donc vous pourrez aller vérifier les sources si ça vous intéresse. Donc il y a plusieurs hypothèses pour savoir vraiment comment a démarré le virus. Certaines qui parlent de différents laboratoires à Wuhan, un notamment qui faisait des tests sur les chauves-souris, un autre qui est le laboratoire P4 qui a été livré par la France, où là ça aurait été une erreur humaine et finalement sans faire attention il y aurait eu des erreurs qui auraient permis de libérer ce virus. On a évoqué aussi le pangolin comme animal de transmission et la chauve-souris qui pouvaient être les animaux, les intermédiaires entre ce virus et l'homme. Mais on voit que vraiment en 2 mois, ce virus s'est énormément déplacé au sein de la planète. À l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire le 3 mars, il y a 73 pays dans le monde qui sont contaminés, avec 91 320 personnes touchées par le virus et 3118 morts. En France, 191 cas. Et après, tout ça est à remettre aussi en condition avec les régimes politiques qui ne mettent pas forcément les vrais chiffres, notamment 2 régimes assez stricts au niveau de leur politique qui sont l'Iran et la Chine. En Iran, officiellement, d'après le gouvernement, il y a 2336 cas pour 77 décès. Mais beaucoup de médecins sur place, la BBC aussi, annonçaient que finalement il y aurait plusieurs milliers de cas et déjà plusieurs centaines de morts là-bas. Donc ça va être difficile d'avoir des vrais chiffres. Pareil pour la Chine, qui est aussi assez hermétique au niveau de ses statistiques. 80 151 cas officiels et 2943 morts. Sachant que, vu les mesures qu'ils ont prises de confiner presque 100 millions de personnes dans le pays, on peut supposer que c'est bien plus. Certaines sources, au début du mois de février, annonçaient qu'il y avait entre 500 000 et 1 million de cas à Wuhan même, et plus de 50 000 morts. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre des pincettes, on n'a pas les chiffres officiels. Bon, on est quasiment certain que tous ces chiffres annoncés sont faux et sûrement bien plus élevés que dans la réalité. Concernant les symptômes cette fois, ce virus se caractérise par un syndrome grippal, c'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes symptômes que pendant la grippe, c'est-à-dire fièvre, maux de tête, toux et problèmes respiratoires, par exemple un essoufflement, des douleurs au niveau du thorax, également douleurs musculaires et fatigue. Et l'un des gros enjeux de cette épidémie, c'est qu'une grosse partie des cas sont très peu symptomatiques, voire asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont quasiment pas de symptômes sur eux. Et le problème, c'est que ces cas peuvent être malades sans déclarer forcément beaucoup de symptômes, et donc sans savoir vraiment qu'ils sont malades, et ils peuvent contaminer des gens autour d'eux. C'est pour ça que c'est très difficile à diagnostiquer, que beaucoup de cas, je pense une majorité des cas, sont très peu symptomatiques et donc très peu détectés. Concernant les moyens de transmission cette fois, là où il y aura aussi des choses à prendre avec des pincettes. Tout d'abord l'incubation, qui est estimée entre 3 et 14 jours officiellement. On a vu que notamment en Chine et dans plusieurs pays asiatiques, l'incubation pouvait monter jusqu'à 27 jours, notamment sur des tests in vitro, on l'a vu aussi. Donc on peut dire entre 3 et 27 jours, mais plus globalement, si on devait faire une moyenne, ce serait entre 5 et 8 jours pour la plupart des cas contaminés. Alors concernant le mode de transmission qui est finalement le plus important, tout d'abord, comme la grippe, il y a une transmission gouttelette, c'est-à-dire que par la salive, les éternuements, la toux, le fait que quand on parle, on projette des particules de salive, tout ça, si on est en contact avec quelqu'un de proche, peut contaminer la personne. Également une contamination contact, c'est-à-dire le fait de serrer la main, de toucher des objets qui vont donc être contaminés et après touchés par des gens peuvent aussi disséminer la maladie, sachant que certains chercheurs ont montré que le virus pouvait être présent sur des surfaces inertes, donc du bois, du plastique, des matières comme ça, entre 5 et 9 jours. C'est énorme, donc ça c'est surtout des tests in vitro, sachant qu'en général la grippe ça dépasse rarement plus de 24 heures. Bon là, ça peut paraître impressionnant, dit comme ça, mais il y a de fortes chances que la puissance du virus, la virulence du virus diminue au fur et à mesure des jours. Donc ça paraît très peu probable qu'au bout de par exemple 5 jours, on puisse attraper la maladie en touchant une surface. Et le troisième point, qui est là aussi un petit peu controversé, en tout cas on n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais il est évoqué dans beaucoup d'articles au début de l'épidémie, une transmission aérosol, c'est-à-dire que c'est une transmission tout simplement par l'air et qu'il suffirait d'être dans la même pièce que quelqu'un
qui est malade pour avoir de fortes chances d'attraper la maladie. C'est des choses qui ont notamment été observées à Wuhan, dans des immeubles qui étaient tous contaminés, où finalement c'est passé par l'air conditionné. Notamment aussi sur le bateau, le Diamond Princess, qui avait accosté à Yokohama au Japon, et où il y a 700 cas qui ont été déclarés dans ce bateau. Là aussi, sachant que les gens étaient pour la plupart enfermés dans leur cabine, on peut supposer qu'il y a eu une transmission aérosol, notamment par la clim. Donc aussi ça, c'est un point qui devra vraiment être vérifié avec le temps. Mais si c'était le cas, ça pourrait être quand même assez compliqué et assez dangereux. Sachant qu'aussi, on a une transmission, mais comme la plupart des virus et beaucoup de maladies, une transmission au niveau du sang et au niveau des selles. Donc ça, c'est souvent assez fréquent. Alors ce virus, comment on va le diagnostiquer? Alors il y a un test qui est fait, c'est par écouvillonnage nasopharyngé. Donc c'est un terme qui est un petit peu barbare, mais tout simplement ça veut dire qu'on va prendre un petit coton-tige, qu'on va racler un petit peu votre gorge et à l'intérieur de votre nez pour récupérer quelques sécrétions. Et dans ces sécrétions, on pourrait détecter le virus s'il est présent. Donc c'est un test qui est assez rapide, on met que quelques heures à avoir le résultat. Donc le test, normalement, il est assez fiable si vous avez déjà des symptômes sur vous. Donc si vous avez des symptômes et que vous êtes négatif, a priori vous n'êtes pas malade. Si vous êtes positif, il y a de fortes chances que vous ayez donc le coronavirus. Par contre, le problème, c'est quand vous êtes testé, que vous n'avez pas de symptômes et que le résultat est négatif, on ne sait pas si c'est parce que vous n'avez tout simplement pas la maladie ou que vous avez la maladie, mais que vous êtes en train d'incuber et donc le virus n'a pas eu assez de temps de reproduction dans votre corps et qu'il n'est pas détecté. Et là aussi, c'est un des enjeux importants au niveau de la transmission. C'est pour ça qu'il faudrait essayer de faire un maximum de tests. Là aussi, il y a une différence entre le gouvernement français et le gouvernement, par exemple, anglais. En Angleterre, ils ont fait déjà 13 500 dépistages du virus et ils ont une quarantaine de cas. Nous, on en a seulement fait 1200 en France et il y a déjà presque 200 cas. Donc on suppose que si on en fait plusieurs dizaines de milliers, ça augmenterait énormément le nombre de cas positifs, car il faut sûrement pas se voiler la face, il y a déjà probablement beaucoup de cas qui ne sont pas détectés encore en France, donc bien au-dessus de 200. Donc là aussi, il faudra prendre certaines mesures, je pense, du gouvernement pour faire des dépistages plus importants et peut-être prendre des mesures un peu plus restrictives. On le verra un petit peu après. Donc concernant les traitements cette fois, il faut bien qu'il y ait un petit peu une lueur d'espoir dans tout ce tintouin. Donc il y a différents essais cliniques à travers la planète qui sont effectués en ce moment même pour trouver vraiment un traitement efficace. Notamment en Chine, il y a plus de 80 essais cliniques qui ont été lancés. Donc dans tout cela, il y a certaines pistes thérapeutiques qui ressortent un petit peu du lot, notamment des associations de médicaments contre le VIH, par exemple le ritonavir, l'opinavir, qui sont des traitements normalement qu'on utilise quand vous êtes séropositif et que vous avez le VIH. Donc ça pourrait permettre de ralentir la propagation de la maladie. Mais là aussi, c'en est qu'au stade pour l'instant de test. Des interférons aussi, c'est-à-dire des molécules qui permettent de moduler un petit peu votre système immunitaire. Un autre antiviral aussi qui fait pas mal parler de lui, c'est le Remdesivir. C'est un médicament américain qui a été développé à la base pour contrer l'épidémie de Ebola, qui a été donné sur un patient français à Bordeaux et qui a montré des signes vraiment efficaces. Notamment, ça permet de inhiber, c'est-à-dire réduire la multiplication du virus dans votre corps et d'améliorer l'état des poumons. Donc il y a des tests qui sont effectués sur ce médicament, notamment en Chine, et qui auront des résultats a priori fin avril. Donc sur 8 brevets demandés par les instances mondiales de santé, il y en a déjà 3 qui sont validés. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être une piste envisageable et assez plausible. Et un dernier traitement qui aussi a fait pas mal parler de lui ces dernières semaines, notamment en France, et qui fait un petit peu polémique, c'est la chloroquine. La chloroquine qui est un médicament dérivé de la quinine, et qui est à la base pour traiter le paludisme et certaines maladies auto-immunes comme le lupus. Donc il y a un professeur à Marseille qui a vanté les mérites de ce traitement. En Chine, il y a eu un essai aussi sur une centaine de patients qui ont montré des effets vraiment positifs, mais une étude qui n'a pas vraiment été validée par tout le monde, donc c'est difficile de juger. Sachant que c'est un médicament qui est connu depuis plusieurs années, depuis plus de 70 ans, qui à la base n'est pas fait pour traiter les virus, donc c'est pour ça que c'est un petit peu bizarre, et qui peut avoir quelques effets secondaires à long terme, notamment des effets au niveau cardiaque et au niveau ophtalmique, au niveau des yeux. Donc là aussi, il faut vraiment voir à long terme si c'est un traitement qui peut être envisageable, sachant qu'il n'a jamais vraiment démontré sur les épidémies de virus une grosse efficacité, donc à voir. Et la dernière piste thérapeutique préventive, bien sûr, c'est le vaccin. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de vaccin disponible, sachant qu'au minimum, il faut entre 18 et 24 mois pour produire un vaccin et essayer de le distribuer à grande échelle, donc on n'en est pas encore là. Et il y a beaucoup d'instituts à travers la planète qui y travaillent, notamment l'Institut Pasteur, des laboratoires aux USA, en Israël même, où il y a un institut qui s'appelle le Migal Institute,
qui déclarent avoir déjà trouvé un vaccin pour ce virus et qui est en phase préclinique, donc sur des tests sur des animaux pour voir son efficacité. D'après eux, il pourrait commencer à être distribué autour de 3 à 4 mois, donc c'est vraiment assez rapide. Donc il faudra vraiment voir s'il y a une bonne tolérance et une bonne efficacité au niveau de ce vaccin. Donc vous voyez, il y a énormément d'argent qui est investi, énormément de laboratoires qui communiquent entre eux à travers le monde pour essayer de trouver un vaccin le plus rapidement possible. Donc tous ces traitements, ça pourrait être en bonne voie pour essayer de endiguer la maladie. Et dernier petit point aussi concernant un petit peu la guérison et ces traitements, c'est que pour l'instant, mais c'est vraiment une hypothèse, on ne sait pas comment le virus disparaît de notre corps, on ne sait pas si c'est comme par exemple le VIH, c'est un virus qui se déclare et qu'après il reste à l'état basal, c'est-à-dire qu'il n'est plus actif mais il est toujours présent dans votre corps, ou alors il disparaît complètement. Il y a une statistique que j'avais vue, notamment en Chine, où ils disent que 14%, là aussi c'est des chiffres à prendre vraiment avec des pincettes, que 14% des patients qui ont été déclarés guéris en Chine auraient réattrapé le virus. Donc voilà, on ne sait pas s'ils l'ont réattrapé au contact de quelqu'un qui est malade, ils n'avaient plus le virus en eux mais ils l'ont réattrapé, ou alors c'est qu'ils avaient toujours le virus en eux qui était plus actif, et de lui-même il s'est réactivé et a redéclenché la maladie. Donc là aussi c'est quelque chose qu'on devra vérifier avec dans les semaines et les mois qui arrivent. Et je passe au dernier point de cette vidéo, quelle évolution future peut-on avoir pour ce virus? Donc pour l'instant on est en stade 2 d'épidémie en France, probablement que dans les jours qui arrivent on va passer au stade 3, c'est-à-dire avec des mesures plus restrictive et plus de surveillance. Beaucoup de chercheurs, notamment ce cher Donald Trump, qui a estimé qu'avec les chaleurs d'été, le virus allait disparaître. Pour l'instant, des tests in vitro ont montré que ce virus résistait assez bien à la chaleur, donc il faudra vraiment voir avec le changement de climat ce qui va se passer. Certains épidémiologistes américains, notamment de l'université de Harvard, ont évoqué, là aussi c'est à prendre avec des pincettes, que l'épidémie pourrait toucher 40 à 70% de la population mondiale. C'est énorme, sachant qu'il y aurait bien sûr des régions beaucoup plus à risque qu'en Europe, notamment l'Afrique, qui, on le sait, a des moyens, des systèmes de santé pour l'instant peu évolués. Au niveau économique aussi, il y a un gros enjeu, puisqu'on a vu que toutes les bourses ont chuté déjà depuis plusieurs semaines, et que ça pourrait entraîner une récession économique dans plusieurs pays du monde. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette épidémie et que vous voulez que j'y réponde, pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Et moi je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!